Salut la team rentable, bienvenue dans Business en bagnole. Aujourd'hui, on s'intéresse au problème numéro un des gens qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat ou qui sont bloqués, qui se posent des questions, qui veulent peut-être une checklist, une liste de recettes, des ordres à suivre. Bref, comment lancer sa boîte, comment le faire correctement, comment repartir après un échec, c'est tout ce qu'on voit aujourd'hui dans Business en bagnole. Jingle. On est en voiture, on parle de business, d'immobilier, d'entrepreneuriat, de management, de mindset. Mets ta ceinture, assis-toi, détends-toi. Business en bagnole. Mais ça va bien se passer. Alors, aujourd'hui, t'as vu, si tu me suis beaucoup ces derniers temps, il y a beaucoup de vidéos et puis il n'y a pas trop de règles. On est samedi, c'est censé être samedi coffee, mais c'est un business en bagnole, mais il a quand même son café. Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais je ne comprends plus cette personne. Alors en fait, ce qui se passe, c'est que tout simplement, les samedi coffee, c'est un super format que je vais continuer, parce que ça permet de répondre à vos questions, etc., etc. Par contre, là, j'en ai fait un mercredi pour rattraper celui de samedi dernier, donc c'était déjà un peu le bordel. Et toujours est-il qu'il y avait, voilà, j'ai répondu à beaucoup de choses. Et là, j'ai reçu encore beaucoup de questions, mais c'était très redondant. Je voulais pas me répéter, etc. Donc j'ai décidé de faire un business en bagnole, ce qui est quand même toujours intéressant sur l'entrepreneuriat, parce que j'ai eu des discussions récentes sur l'entrepreneuriat avec toutes ces questions-là qui m'ont fait penser à me dire putain, mais faut que j'en parle dans business en bagnole, parce qu'il y a plein de gens qui doivent se poser ces questions. Et en effet, je reçois pas mal de questions, tu le sais souvent, blablabla. On va écourter sur cette intro qui est beaucoup trop longue. Pour la terminer, on va éclater la gueule du pouce. Si c'est pas déjà fait pour toi qui es sur YouTube, salut. Ce podcast est disponible sur YouTube. Il est disponible exactement. De toutes les façons, il est disponible sur toutes les plateformes de podcast et tu peux éclater les 5 étoiles aussi. Ça fait toujours plaisir. On est parti. Tiens, je vais boire mon café du coup parce que c'est un business en café finalement. Alors, parlons d'entrepreneuriat. J'ai listé très rapidement 6 points que je veux te partager sur l'entrepreneuriat et notamment pour tous les gens qui se lancent, tous les porteurs de projets, tous les gens qui se sentent perdus, tous les gens qui sont encore salariés mais se disent tiens putain je lancerai bien ma boîte, tous les gens qui ont une idée mais qui savent pas comment la mettre en place, tous les gens qui ont peut-être monté un business par le passé mais sans trop de préparation et donc ça s'est plutôt bien ou mal passé mais pas non plus qui voudraient repartir du bon pied. Et toutes ces personnes-là, ou tous les gens qui se posent des questions à se dire tiens, plus tard je lancerai bien ma boîte, mais qu'est-ce que ça implique? Ça a l'air quand même super compliqué. Alors la première chose, je voudrais déjà casser un premier code. Le premier point, c'est qu'on n'organise pas son activité autour de soi, mais autour du projet. Et très souvent, quand j'entends des gens qui me parlent d'entrepreneuriat, quand j'entends des porteurs de projets, quand je reçois des questions, je sens que parfois derrière, pas toujours, mais parfois, je ressens le fait que je veux monter ma boîte pour être à mon propre compte, ou je veux être auto-entrepreneur pour ne plus avoir de patron, ou je veux ci, je veux ça, pour finalement moi. Et vraiment, s'il y a un moment où le moi passe au second plan, c'est bien sur un projet entrepreneurial, sur une entreprise. Tu ne peux pas, il y a un sacrifice à faire qui est obligatoire, tu ne peux pas organiser ton activité autour de toi à 100%, enfin tu peux le faire, rien ne t'en empêche, mais tu vas être limité quant à la réussite de cette activité dans le temps, ou tu vas te faire de fausses idées où tu vas très vite déchanter, parce que le principe d'une entreprise, c'est de ne pas être organisé autour de son patron, mais autour de ses clients. Et commencer à penser comme ça dès le début, de tout organiser autour du projet, et le projet est lui-même organisé autour des clients. Donc tu vois, c'est pas organisé autour de toi, c'est organisé autour du projet, autour de l'entreprise, qui va devenir, d'ailleurs on l'appelle une personne morale, c'est pas pour rien, qui va devenir une personne, une entité réelle. Et c'est comme un enfant qui vient de naître, si tu t'occupes pas de lui, si tu lui donnes pas à manger, si tu le sèches pas quand il est mouillé, ou que tu le protèges pas du froid, ça va être très compliqué. C'est exactement la même chose. C'est-à-dire que tu dois protéger cette entreprise, du coup tu dois faire des sacrifices pour elle, tu dois organiser ta vie et ton activité et ton temps autour d'elle. Sinon, ça va pas le faire, en fait, ça va pas fonctionner. Donc, il y a un petit côté altruiste à avoir quand tu portes un projet entrepreneurial, et ça, faut le comprendre très vite. Et le projet lui-même, l'entreprise elle-même, doit être organisée autour de ses clients. Et les choses vont partir des clients. Les améliorations vont partir des clients.
les éventuels pivots, les éventuels changements de stratégie vont partir des clients. Les éventuelles manières de communiquer, qu'est-ce qui plaît pas aux clients, vont partir des clients. La façon de parler, les couleurs utilisées, etc., etc. Donc tout ça, ça va arriver après, ça va arriver au fur et à mesure. Mais l'entreprise, elle va grandir comme un enfant qui grandit. Et un enfant qui grandit, faut continuer à s'occuper de lui, pas de la même façon, plus lui apprendre les mêmes trucs. Peut-être lui faire voir plus de choses. Il commence aussi à se développer de façon psychique, au niveau de son cerveau, au niveau de son intelligence, au niveau de sa compréhension. Donc forcément, tu vas aller plus loin avec lui, etc. C'est la même chose avec une entreprise. Souvent, on veut mettre la charrue avant les bœufs et tout savoir avant de commencer. On va le voir juste après dans les points suivants. Tu ne peux pas tout savoir avant de commencer. C'est complètement impossible. Et souvent, le porteur de projet, l'entrepreneur débutant, qu'il est lancé ou pas encore, il est en train de se prendre la tête pendant des heures et des heures à essayer de voir le futur, et parfois même trop loin. Et on va en parler dans les points suivants, mais il est bon quand même au début de rester proche de soi, de chercher à scaler ce qui est scalable et de chercher à développer ce qui est développable avant d'aller se focuser, se jeter partout, voir plus loin, etc. Donc le premier point, c'est vraiment celui-là. À partir du moment où tu réfléchis autour de toi, tu n'auras pas le plein potentiel. Voilà. Si tu veux être... et je respecte, après c'est aussi complètement possible. Et peut-être que des gens dans leur parcours de vie veulent être l'entrepreneur qui est juste à son compte et fait le minimum pour que la boîte tourne et lui permette de vivre et avoir une vie pleine de temps libre. Et ça marche. Je ne dis pas que ça ne marche pas. Ce que je dis, c'est que si tu veux une entreprise qui cartonne, si tu veux une entreprise un peu vénère, tu vois, qui marche, qui se développe, qui grossit, que tu veux être un entrepreneur à succès, j'aime pas forcément ces cases-là, mais voilà, que tu veux peut-être... embaucher des gens, te développer à l'international, faire un grand projet ou être un petit peu en mode start-up avec des levées de fonds, etc., de la valorisation, voire même aller faire une IPO, etc. Là, tu vois, t'es pas dans la même case que le mec qui décide de faire le petit truc juste pour vivre et subsister. Donc c'est la première question à se poser, tu vois. Est-ce que je veux juste vivre et subsister ? Et surtout, faut bien comprendre que je vais toujours... sous-évaluer ce qu'il me faut, c'est-à-dire je vais me dire au début tiens, moi je veux juste vivre et subsister, ok, tiens, c'est mon délire, je suis pas CAC 40, faire grossir la boîte, embaucher des gens, je veux juste être le petit auto-entrepreneur dans mon coin, et au début forcément je vais manquer d'expérience, et je vais me dire qu'il est possible de faire ma vie comme je veux avec X, et étant donné que je manque d'expérience, étant donné que je me suis pas encore confronté à tout ça, je vais très souvent sous-évaluer l'implication que ça va me demander, le travail que ça va me demander, le chiffre d'affaires par rapport à mes charges. Je vais sous-évaluer mes charges, je vais souvent sous-évaluer mes impôts, je vais sous-évaluer des métriques de base, de me dire tiens, moi je pense que je peux avoir tant de clients toute la semaine, et puis je vais pas me rendre compte qu'il y a des jours qui sont moins forts que d'autres, je vais pas me rendre compte que les gens, ce que je pense qu'ils pensent, en fait ils le pensent pas, etc., etc. Donc au début j'ai plein de métriques, j'ai plein d'éléments qui font que je vais pouvoir me planter à un endroit ou à un autre. Donc, il vaut mieux, et on le comprend, un principe de précaution, plutôt chercher à surévaluer, plutôt à chercher à faire plus. Parce que comme ça, même si je fais un peu moins et que je me plante un petit peu, je survis, tu vois. Et donc, du coup, tout ça me fait dire qu'il vaut quand même toujours mieux chercher à faire gros, tu vois. À faire gros, ou en tout cas à faire successful, tu vois, pas forcément gros d'ailleurs, mais à faire des succès. Tu peux être petit et avoir beaucoup de succès, tu peux être une personne et faire 1 million de bénéfices, c'est complètement possible. C'est compliqué, c'est rare, c'est l'exception, mais c'est possible. Donc, la question, c'est de se dire comment je vais pouvoir réorganiser ma vie, exactement comme quand un enfant, c'est le même bouleversement, c'est même peut-être supérieur en termes de bouleversement, c'est comme quand un enfant arrive dans ta vie, c'est-à-dire comment je vais pouvoir réorganiser ma vie. C'est la règle du jeu, c'est comme ça. C'est-à-dire que c'est la première question à se poser. Sinon, peut-être qu'il faut remettre en question son projet de monter une boîte, tu vois. C'est comment je vais pouvoir réorganiser ma vie pour que mon projet, pour que mon activité, pour que mon focus soit centré sur mon projet, sur mon activité. Et il va m'en falloir beaucoup. Alors oui, j'ai peut-être d'autres choses à côté, etc. Mais si je suis pas prêt à vider un vase, si je suis pas prêt à me sacrifier un petit peu, si je suis pas prêt à réorienter une partie de mon flux, de mon focus, de mon énergie là-dessus, ça ne fonctionnera pas. Et c'est vraiment un prérequis super important. Et notamment chez tous les
les gens qui m'écrivent et que je salue, tous les jeunes, etc., qui ont plein d'idées, qui fourmillent, qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat parce que c'est aussi un petit peu à la mode, etc., avec tous les gens qu'on peut voir sur les réseaux sociaux, les Gary Vee, etc., c'est très bien. Mais vraiment, ne sous-estimez pas le bouleversement que ça va être dans votre vie. De faire le petit side business, de se dire tiens, je vais faire du e-commerce sur Internet le soir après l'école, ça marche pas. Enfin si, ça va marcher, hein. Tu vas faire un e-commerce sur Internet et il va rien se passer, il y aura personne. Parce que ça va être compliqué. Je ne dis pas qu'un e-commerce ne peut pas fonctionner. Les plus grandes boîtes du monde sont des e-commerce, Amazon en est un. Mais c'est un milieu qui est concurrentiel, c'est un milieu qui est compliqué, donc ça va pas être aussi simple que ça. Il faut vraiment le comprendre. Maintenant, le point 2. Le point 2, souvent, c'est de penser trop petit. Alors, j'ai commencé à en parler et il y a un dilemme. C'est ce que j'appelle le dilemme de l'auto-entrepreneur ou du micro-entrepreneur. C'est-à-dire que quand tu veux entreprendre en France, finalement, tu as toujours cette question qui revient de dire « qu'est-ce que je vais faire ? Qu'est-ce que je dois faire comme entreprise ?» Et on va en reparler dans le détail après. Qu'est-ce que je dois faire comme entreprise, quel statut, quelle forme juridique, forme sociale, si je dois être assimilé salarié ou je vais me mettre au RSI, SSI, comment ça marche, tout ça. Ça, c'est des questions qui reviennent au début. Et peut-être la question la plus importante qui revient, c'est voilà, est-ce que je monte une boîte tout de suite ? Donc je parle les formes classiques, SAS, SARL, etc. Ou est-ce que je me mets auto-entrepreneur, micro-entrepreneur. Alors je me suis amusé à chercher des chiffres, là vite fait, juste qu'on voit de quoi on parle. Alors j'ai que des chiffres de 2019, ils sont un peu vieux, mais bon, ça parle quand même. En 2019, il y avait 1,3 million d'auto-entrepreneurs en France. C'était principalement des hommes de moins de 30 ans, et le chiffre d'affaires moyen de ces micro-entreprises, vas-y, je te laisse te faire à ton avis. Le chiffre d'affaires moyen de ces micro-entreprises, c'était 11 298 € de chiffre d'affaires. Et les amis, ne confondez pas le chiffre d'affaires, la marge, le bénéfice, etc., etc. Donc, bon, ce qu'on voit là-dedans, et quand on observe un petit peu ce milieu et qu'on parle des entrepreneurs, etc., des porteurs de projets, c'est que beaucoup de gens ont ce dilemme de se dire, voilà, soit je vais dans la case micro-entreprise, auto-entreprise parce que c'est simple, c'est facile, c'est pas cher, en effet, c'est beaucoup moins chiant pour tout ce qui est déclaration, impôts. Si jamais je fais pas de chiffres ou que je mets du temps à commencer à faire du chiffre, je vais rien payer, contrairement à une entreprise un petit peu plus classique où j'ai toujours des charges qui se baladent, des trucs, de la CFE, tout ce que tu veux. Donc oui, ça va être plus sécurisant en tout cas. C'est plus simple, c'est très rapide à monter. Je clique 3 clics sur Internet, c'est fait. Je me fais pas chier avec tout ce qui est TVA, etc. Voilà. D'un autre côté, j'ai des limites de chiffre d'affaires, des plafonds de chiffre d'affaires que je peux pas dépasser. Si je les dépasse, je bascule dans une entreprise classique. J'ai des micmacs avec la TVA où je pouvais pas la récupérer, maintenant je peux en récupérer une partie, etc. Mais j'ai encore des plafonds. Et surtout, je ne peux pas utiliser tous les dispositifs finalement fiscaux intéressants d'une autre entreprise, enfin d'une entreprise plus classique qui est de récupération de charges, immobilisation, amortissement, etc. Donc, il y a toujours cette question. Et le problème, c'est que, en fait, dès que tu pars petit, c'est toujours pareil, tu préframes ton cerveau. Si tu décides de partir auto-entrepreneur, tu préframes ton cerveau et tes actions à se dire, j'ai une limitation de chiffre d'affaires. Il y a des trucs que je ne peux pas faire. Je ne peux pas assez réussir. Enfin, je suis limité dans ma réussite, déjà avant de commencer. C'est-à-dire que tu pars en mode, ok, je dois faire maximum tant de chiffre d'affaires, sinon, oulala, ça va être les problèmes. Et donc, tu te mets un plafond de verre, il est dans ton cerveau, et tes actions vont forcément mener, elles découlent forcément de cette connaissance de ce plafond de verre, donc elles vont pas être les mêmes, tu vois. Alors que si tu avais monté une boîte peut-être plus classique avec tout ce qu'on connaît derrière tout ça, bah, tes actions, elles n'auraient pas été les mêmes non plus, mais peut-être plus dans le bon sens, peut-être plus dans le sens de je vais conquérir, je vais faire du chiffre, etc. Donc ce dilemme de l'auto-entrepreneur, il faut quand même bien se poser la question, toujours pareil, est-ce que mon projet est un projet purement alimentaire et c'est moi au centre de ce projet-là, c'est ma vie, c'est mon temps libre, et donc c'est ce qu'on va classer dans ce podcast comme un petit projet. Donc, ok, mais c'est des règles du jeu du petit projet. Et
je suis pas en accord avec le point 1, je veux être centré autour de moi, je veux être centré autour de ma famille, je veux pas être centré autour du projet, c'est vraiment purement alimentaire, j'en ai un peu rien à taper, tant que ça me paye. Ou sinon, j'ai le côté grand projet, ce qu'on va classer dans ce podcast comme grand projet, où là, est-ce que la forme auto-entrepreneuriale, c'est la bonne? Est-ce que tout de suite se mettre des barrières, c'est la bonne chose? Est-ce que chercher la facilité, non pas à se mettre en difficulté, c'est la bonne chose à faire, etc. etc. Voilà, la question est ouverte, j'ai pas de réponse, mais je t'emmène à y réfléchir. Le point 3, c'est peut-être le point le plus qui revient le plus souvent, que je vois qui revient le plus souvent, et dans les questions qu'on peut me poser, et dans les discussions que je peux intercepter, etc. C'est l'ordre. Quelle est la recette? Quel est l'ordre des choses? C'est-à-dire que voilà, ok, j'ai une idée d'entreprise, ou j'ai même pas d'idée, donc peut-être que l'ordre déjà c'est l'idée, mais j'ai une idée d'entreprise, comment je fais? C'est-à-dire qu'est-ce que je fais en 1, en 2, en 3, c'est quoi la recette, c'est quoi la checklist, c'est quoi le truc, tu vois? Alors là, je vais boire un peu de café. Je te recommande de te faire un café si t'es pas en train de faire autre chose, parce que t'es peut-être au sport, je te salue, ou dans la voiture, mais un petit café se passe bien avec les podcasts. Pardon, excuse-moi, tu sais, on est nature ici. Donc, tu dois vraiment te détacher de ça. L'ordre, la liste, la checklist, l'ordre, la recette magique, tu dois te détacher de ça. Tu ne dois pas chercher la validation. Tu pars en mode, je suis un chef d'entreprise, ok? Et dans chef d'entreprise, tu as tous les côtés peut-être auxquels tu penses avant de lancer, où c'est cool, c'est moi le patron, c'est moi qui décide, blablabla. C'est moi qui prends l'argent si j'ai envie. Mais tu as aussi tout le mauvais côté d'être un chef, d'être un leader, d'être, tu vois, comme on verrait dans un film où le chef, le leader, le capitaine, c'est toujours celui qui se sacrifie à la fin, c'est celui qui coule avec le bateau, c'est celui à qui tout le monde vient poser des questions, c'est celui quand il faut retourner chercher le valeureux guerrier laissé derrière nous sur le front, alors qu'il y a 50 000 aliens qui nous attendent avec des bazookas, c'est toi qui y vas, parce que voilà, c'est toi le chef, tu vois. Et il y a tout ça qui vient avec l'entrepreneuriat. Et là, quand tu es dans une démarche de chercher un ordre, de chercher de la validation auprès d'autres gens, tu n'es pas dans cette démarche déjà de leader. Donc déjà, tu commences avec un souci, tu vois. Ensuite, le chef d'entreprise doit... Enfin, la qualité numéro 1 de l'entrepreneur, c'est trouver les pièces du puzzle. La qualité numéro 1 de l'entrepreneur, c'est de comprendre ce qui lui manque et de le chercher. La qualité numéro 1 de l'entrepreneur, c'est de se déspécialiser. C'est parce que chaque entrepreneur, au départ, porteur de projet, pourquoi il entreprend? Parce qu'il a sûrement une spécialité. Il a quelque chose pour lequel il est fort. Il a un domaine d'expertise. Il se dit, tiens, ce domaine d'expertise, cette spécialité, cette expérience, ce truc où je suis super balèze, je pourrais le monétiser, en faire une boîte. C'est ça, un entrepreneur. Et deux associés, bien souvent, c'est soit on a le même domaine d'expertise, on est tous les deux très forts, ou soit toi tu fais ça et moi je fais ça, putain, c'est super complémentaire. C'est ça à la base. Mais quand tu vas te lancer, étant donné que tu as un domaine de prédilection où tu es spécialisé, tu es spécialiste, c'est pas celui-là qui va te poser problème. Celui-là, tu le connais par cœur. Ce qui va te poser problème, c'est tous les autres. Et tous les autres, il n'y a pas de secret. C'est qui le leader? C'est qui doit aller chercher les copains chez les aliens et qui doit couler avec le bateau? C'est toi. Donc, ta qualité, ça va être de comprendre ça et de te déspécialiser. De dire, ok, ça je le connais, je suis fort. Tout le reste, je sais pas où je suis perdu. Je dois chercher ces fucking pièces du puzzle. Je dois faire mes devoirs. Je dois faire des recherches. Je dois m'auto-former. Ou me former tout court, d'ailleurs, via une formation, via des cours du soir, via des groupes d'entrepreneurs, tout ce que tu as envie. Mais je dois faire ce travail de découverte, de chercher les pièces du puzzle. J'en parlais récemment avec une amie, c'est marrant, c'est aussi beaucoup ce qui m'a inspiré ce podcast. Elle me disait, voilà, je ne sais pas dans quel ordre me lancer. Quand je recherche sur Internet, je me suis amusé à faire la recherche Google, lancer son entreprise, par quoi commencer. Et tu vois, les réponses sur lesquelles tu tombes quand tu cherches ça sur Google, c'est étape 1, avoir son idée. Ouais, merci. Étape 2, définir son projet. Ça veut dire quoi pour quelqu'un qui cherche à se lancer, qui connaît rien en entrepreneuriat? Définir son projet. Ouais, okay. Étape 3, rédiger un business plan. Waouh! Ah ouais!
parles à quelqu'un qui est perdu, qui veut se lancer, tu lui dis de rédiger un business plan et il ne sait déjà même pas dans quel ordre commencer, tu parles de business plan. Ça, on en reparlera après du business plan. Étape 4, financer son projet. Putain, tu vas loin, Johnny, hein? Ok. Étape 5, choisir sa structure juridique. Ah ouais, donc tout ce qui est produit, client, non, on s'en fout. Bon, ok. Étape 6, créer son entreprise. Ah, enfin, cool. Étape 7, c'est parti. Ben non, je suis désolé, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et le problème, c'est que beaucoup de gens font comme ça. Et là, ben, tu te retrouves à ton étape 7, c'est parti. Et tu sais toujours pas ce que tu vas faire, comment tu vas le faire, pourquoi tu vas le faire. Ton business plan, tu n'as toujours pas compris pourquoi il fallait en faire un. C'est quoi? Qui va le contrôler, ce business plan? C'est l'école? C'est tiens, bon, ben, je fais un business plan. Je suis porteur de projet, je fais un business plan. Je me prends la tête 4 semaines pour faire un business plan. Et après, je fais quoi? Elle est où la maîtresse? À qui qu'est-ce que je fais avec ce business plan? Oui, le business plan peut être utile, on va en parler après pour une certaine catégorie d'entreprises et d'entrepreneurs. Mais de dire au Pékin moyen qui veut commencer à lancer sa boîte, qui veut tester un truc, qui veut par exemple monter, je sais pas moi, une marque de fringues, un resto, un projet dans l'IT, un projet technologique, une application, un e-commerce, ou une boîte de marchand de biens, ou tout ce que tu as envie, à quel moment tu lui dis « fais ton business plan ». Mais non, 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 non. Donc, la discussion que j'avais avec cette personne m'a fait penser à une analogie où, en gros, l'entrepreneuriat, c'est quoi? C'est une sculpture, c'est un sculpteur. C'est-à-dire, tu as un bloc de granit. Tu vois, je ne sais pas si c'est en granit qu'on fait des sculptures. Tu as un bloc de pierre de sculpture qui est super gros, tu vois, super tout carré. Quand on te l'a livré, il arrive dans ton atelier, un putain de gros bloc de 4 par 3 de pierre. Et toi, tu es le sculpteur, tu dois faire une sculpture. Et tu as vu, quand tu vas commencer à sculpter, bah, tu vas commencer à enlever de la pierre, tu vas commencer à donner une forme générale, une première forme de basiquement à quel est ton projet. Mais au fil du temps, quand tu vas commencer à casser la pierre, tu sais, tu as des veines qui passent dans la pierre, tu as des points de dureté, des points de faiblesse, etc. Donc tu vas découvrir des choses. Il y a des endroits où tu pensais que tu pouvais sculpter comme ça, mais en fait tu peux pas parce que ça va se casser. Donc il va falloir que tu pivotes, tu vas découvrir des nouvelles choses, à force de faire tes devoirs, à force de te déspécialiser, à force de chercher des pièces du puzzle. Et puis à un endroit, bah, c'est plus dur que tu pensais, et puis à un endroit, c'est plus mou. Et puis finalement, bah, là, tu recules, là, ça commence à prendre forme, et puis bah, je vais devoir faire des changements, etc. Et je vais découvrir finalement ma sculpture au fur et à mesure que je sculpte. C'est exactement la même chose, monter une boîte. C'est découvrir une sculpture, c'est la sculpter au fur et à mesure du temps, c'est la faire changer, c'est parfois casser un morceau et recommencer, pivoter. Tu ne peux pas avoir la sculpture finie avant de commencer. Tu ne peux pas me dire, Yann, c'est quoi l'ordre de ma sculpture? Est-ce que je commence par le haut, je commence par le bas, quand j'arrive au bras, je fais l'autre bras pour voir les proportions, ou est-ce que je le finis, je commence à polir un côté ou pas? Non. Il y a une grande façon de faire de la sculpture, il y a des techniques de sculpture. Mais une sculpture, elle évolue, elle se crée sous les yeux du sculpteur. Et au fur et à mesure, il change des choses. Donc, c'est vraiment l'idée. Et comprendre ça, et accepter ça, ça va être game changer pour toi. C'est-à-dire que c'est pas juste le comprendre, c'est l'accepter. C'est de dire, ok, bah, je vais découvrir des choses au fil du temps. Et c'est normal que j'ai des points d'interrogation. Par exemple, si tu veux monter une boîte et que tu ne sais pas combien il te faut de salariés, bah tu commences tout seul. Et puis bah t'es débordé, t'en prends un, t'en prends deux, t'en prends trois, et tu découvres au fur et à mesure de la sculpture. Et puis peut-être que tu pensais qu'il te fallait à tout prix des postes, genre tu te dis putain, les réseaux sociaux, c'est vraiment trop le truc, il faut vraiment que je communique sur les réseaux sociaux, il faut que je prenne un community manager. Mais ça se trouve non. En fait, il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle qui dit vous devez tous avoir un community manager, ou vous devez tous avoir un branding manager, ou vous devez tous faire du content, ou vous devez tous utiliser les réseaux sociaux, vous devez tous avoir un site internet ou des cartes de visite. Non. Pour moi, il y a des domaines par contre qui sont prioritaires. Ça, oui. Et peut-être que c'est les domaines à sculpter en premier, ou en tout cas à commencer à dégager de la pierre en premier. Et le premier pour moi, c'est le market fit, ce qu'on appelle le market fit. C'est-à-dire, quel est mon marché et comment je vais l'adresser et comment ça va fitter entre nous, comment on va connecter et comment les gens vont kiffer ce qu'on fait. Donc, c'est peut-être les premières questions à se poser. Qui sont mes clients? Quel âge ils ont? Quelle catégorie socio-professionnelle? Est-ce que je m'adresse à tout le monde? Est-ce que je vise une niche?
c'est peut-être plus simple de viser une niche parce que c'est beaucoup plus niché, justement, et beaucoup plus défini en termes de facilité de message. C'est beaucoup plus simple d'adapter un message à des gens qui sont fans de bateaux, parce que tu vas pouvoir parler de bateaux et utiliser toutes les analogies, etc., que parler de la même chose à des gens qui ont tous des vies différentes et qui sont... Il y en a un qui est fan d'équitation, l'autre il est fan de bateaux, et puis l'autre il fait du tir à l'arc, tu vois. Donc forcément, la stratégie ne va pas être la même. Donc vraiment partir du client et l'adéquation entre le client et mon futur produit. Qu'est-ce que je vends ? Est-ce que je vends plusieurs trucs ou pas déjà ? Donc si je vends plusieurs trucs, est-ce que c'est plutôt ma marque qui doit être en adéquation avec ses clients ou les produits à l'intérieur ? Et comment je connecte tout ça ? Ok ? Donc partir du client, partir du produit et faire cette articulation product market fit, c'est peut-être les premières questions à se poser. Vraiment. On va pas commencer à se poser la question du logo, on va pas commencer à se poser la question de la carte de visite, on va pas commencer à se poser la question des statuts, on va pas commencer à se poser toutes ces questions du business plan, tout ce que tu as envie. D'abord, qui sont mes clients ? Comment je les adresse ? Comment je leur parle ? Ils font quoi ? Quel est leur comportement d'achat ? Est-ce qu'ils consomment le truc une fois ? Est-ce qu'il y a un retour à l'achat ? Est-ce qu'il y a un système d'abonnement ? Etc., etc. Et ça fait découler le deuxième point, la deuxième question à se poser, c'est toutes les stratégies de pricing. Et quand je dis question à se poser, et là peut-être que tu es en train de te dire, je fais une petite parenthèse, peut-être que tu es en train de te dire, ouais mais alors ça veut dire qu'il faut que je tranche un truc et après, c'est impossible. Non, quand je dis question à se poser, c'est question à se poser, bien sûr, dans sa stratégie et chose à tester. C'est-à-dire que là, par exemple, le pricing, le point sur lequel on arrive, ça se teste. Va falloir partir forcément soit d'une conviction personnelle d'entrepreneur en disant voilà mon pricing ça va être ça parce que moi je suis plutôt niché luxe, ou alors au contraire mon pricing ça va être complètement l'inverse parce que je suis plutôt niché grand public, démocratisation, low cost. Ça va être une conviction personnelle ou une stratégie d'entreprise, mais après sur le terrain les clients ils vont réagir très bien ou très mal ou moyen, etc. Donc tu vas pouvoir faire des itérations, faire des tests. Donc à chaque fois que je te dis les questions à se poser, c'est les questions à se poser et les choses à tester bien sûr. Donc toutes les stratégies de pricing, de comment je me place par rapport à l'écosystème et notamment à mes concurrents, et où si le produit n'existe pas, où est-ce que je me place par rapport à des produits qui peuvent être comparables ou dans la même gamme ou avec la même cible. Si je parle à des mecs par exemple qui ont des iPhones qu'ils ont payé super cher parce que je fais des coques d'iPhone ou alors le nouveau gadget à la mode sur les téléphones, tu vois. Ma cible c'est les mecs qui ont ce téléphone-là super cher, par exemple. Donc forcément, mon pricing, il va pouvoir découler. Si les mecs mettent bien cher dans un téléphone, peut-être que... Tiens, tu vois, je pense à un truc, là, un produit qui m'est passé sous le nez il n'y a pas longtemps. C'est des mecs qui font des supports de téléphone super bien, qui rechargent, etc., qui sont super bien intégrés dans les voitures. Mais genre carrément, tu dévisses les plastiques, machin, tu mets le support, après tu revisses. Enfin, c'est vraiment bien, tu vois, t'as l'impression que c'est genre une option qui a été mise par le constructeur. Et leur niche, c'est les gens qui ont globalement des iPhones, parce qu'ils poussent vraiment là-dessus, et des Porsche. C'est-à-dire que leur produit, c'est un support de téléphone super bien pour les Porsche, pour iPhone. Tu vois, c'est méga niché. Mais du coup, leurs clients, comment ils leur parlent ? Ils leur parlent, vous avez une Porsche, vous êtes méga dans le délire de la voiture sportive, vous adorez faire du circuit, vous êtes sans peur et sans reproche, vous sauvez la veuve et l'orphelin, les cheveux au vent dans votre Porsche, et vous avez besoin d'un support de voiture solide qui colle avec votre lifestyle et avec votre vie à 100 à l'heure. Vous avez besoin que votre téléphone, à chaque virage, à chaque freinage ou à chaque attaque sur circuit, il tombe pas par terre. Et là, il passe coincé sous la pédale, c'est super dangereux, notamment sur un circuit avec une Porsche. On a besoin aussi que ça recharge parce que vous êtes sûrement un homme d'affaires pressé, donc il faut que votre téléphone, d'un moindre truc, il se recharge et puis en plus, il est magnétique, ce qui fait que y a pas de câble, donc votre Porsche reste magnifique, etc., etc. Donc tu vois, la façon de parler au public, c'est pas du tout la même. Le pricing qui en découle, le product market fit dont on a parlé avant et le pricing dont on est en train de parler maintenant, qui en découle, n'est pas du tout le même. Ils vendent cher ce putain de truc de Porsche. Parce que les mecs qui ont des Porsche, théoriquement, ils ont un peu de monnaie. Donc voilà. Je pense que c'est bien imagé. Ensuite, l'avantage concurrentiel. En effet, là, tu vois, on pourrait continuer avec l'exemple du support de Porsche.
C'est quoi leur avantage concurrentiel à ces mecs? C'est qu'ils sont tellement nichés que c'est les seuls à faire ça. C'est-à-dire que d'autres supports d'iPhone sont universels, eux, ils sont nichés. Donc il n'y a pas de concurrence. Tout simplement, ils ont éliminé la concurrence. Parce que les autres supports universels marchent dans les Porsche, très bien, hein, tu le clips comme dans toutes les voitures, quoi. Sauf que eux, ils vont te démonter un plastique pour faire que tac tac tac, ça se remet, et voilà. Donc pense à ton avantage concurrentiel. C'est-à-dire qu'est-ce qui te différencie. Et un avantage concurrentiel, ça ne veut pas dire, mon exemple est extrême, éliminer la concurrence, être tout seul sur un marché, et ça veut dire que ton idée c'est une idée de merde si t'es pas tout seul et que ça existe déjà. Non, non, non. Prenons l'exemple d'une salle de sport, puisque c'est le projet dont je parlais avec la personne en question dont je t'ai parlé au début. Des salles de sport, il y en a tous les 4 mètres. Tu vois. Donc l'avantage concurrentiel d'une salle de sport, il faut aller le chercher. C'est beaucoup plus compliqué. C'est-à-dire, c'est quoi? Qu'est-ce qui me différencie vraiment de la concurrence? Donc ça peut être l'accueil, ça peut être le programme sportif en lui-même, ça peut être le décor, ça peut être l'ambiance, ça peut être le fait qu'il y a des trucs en plus, des produits en plus, genre un bar, genre tout ce que tu as envie, tu vois. Donc il faut vraiment se poser ces questions-là aussi, assez rapidement, et les faire évoluer. C'est toujours pareil, c'est pas le truc que je me pose là, comme ça, à mon bureau, avant de monter ma boîte. Si, je le fais, bien sûr, mais j'arrête pas de le faire à ce moment-là. C'est-à-dire qu'une fois que la boîte est lancée, et que j'ai mes premiers retours clients, ça c'est un truc à marquer dans lettre d'or carrément, tu l'encadres, retour client, et je vais avoir du feedback, et bien je vais m'adapter. Et tout ce dont on parle, je vais continuer à me poser les questions de comment je l'améliore. Et si là, mes clients, je leur dis, voilà, après la séance de sport, alors vous kiffez et tout, trop bien, merci d'être là, machin, qu'est-ce que vous avez aimé, qu'est-ce que vous avez moins aimé, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer? Juste ça. C'est 3 questions magiques. Qu'est-ce que vous avez kiffé, qu'est-ce que vous avez moins aimé, et qu'est-ce qu'on peut améliorer? Et ça, que tu le fasses sous forme de newsletter avec demande de réponse mail, que tu le fasses sous forme de trucs à remplir, là, de prospectus là, à remplir avec un stylo à l'ancienne, que tu le fasses oralement, que tu le fasses via WhatsApp ou via une liste que tu pourras avoir, une liste client, SMS, tout ce que tu as envie, ça n'a pas de prix. Et justement, ce feedback va te permettre d'améliorer un nombre de choses incommensurables et justement de travailler sur ton avantage concurrentiel. Et de travailler fort sur ton avantage concurrentiel. Parce que les gens vont te dire, tiens, ça, on le trouve nulle part. On n'a jamais vu une salle qui fait ikigigi. Ou alors, tiens, ce qu'on pourrait améliorer, c'est que la salle, elle fasse justement gigigigi. Parce que ça, on le trouve nulle part. Tu vois. Et ils vont te donner des idées. Ensuite, le point suivant dans les domaines à découvrir peut-être en priorité, c'est toute la partie communication. C'est-à-dire quels sont tes canaux, tes méthodes de communication, est-ce que tu es digital, pas digital, papier, pas papier, etc. Et au-delà de se dire la question de base, est-ce que je dois faire un Instagram, est-ce que je dois faire un site internet, est-ce que je dois avoir une liste email, qui aujourd'hui sont des questions qui ne se posent pas vraiment, j'irai plus loin, c'est-à-dire de se dire comment je parle à mes clients, comment je les recontacte, comment je les réactive. Et pour moi, tous les business, et c'est la majorité des business, qui n'ont pas aujourd'hui une liste client, qui ne travaillent pas leur liste client, ils sont tout simplement sous-utilisés peut-être à 50, 60, 80%. Même un resto, même un bar, même une salle de sport, même une patinoire, tout ce que tu veux. C'est-à-dire qu'il y a plein de méthodes aujourd'hui pour récupérer les informations clients, de tout simplement les inscrire à une newsletter pour qu'ils aient les news, ou de leur offrir un cadeau ou un bon d'achat en échange de qui te donnent leur email ou leur numéro de téléphone, leur dire voilà, tiens, nous on est le cinéma spécialisé dans ça, et tiens, vous mettez là, vous avez les alertes SMS, vous donnez votre numéro, on vous enverra les nouveautés, etc. Et en plus, tous les mois, vous aurez un code promo. Tu vois, c'est simple de... Aujourd'hui, récupérer les gens sur WhatsApp, récupérer les gens par email, récupérer les gens sur les réseaux sociaux, les faire s'inscrire sur un Instagram. Combien de restos n'ont pas encore sur leur carte les QR codes ou le Instagram écrit? Ou alors sur la note à la fin. Regardez un truc tout bête. Pour un resto, ou pour un bar, pour n'importe quoi, tout ce qui est activité qui accueille du public, etc., il y a un truc qui est super important. C'est d'avoir les avis sur TripAdvisor. Combien aujourd'hui de restos ont formé leurs serveurs, leur staff, pour que systématiquement avec la note,
il y ait la petite carte de visite TripAdvisor avec les 5 étoiles en disant mettez-nous s'il vous plaît une note, dites-nous ce que vous avez pensé, et on formait surtout le staff à aller chercher le feedback, à dire voilà, n'hésitez pas, ça nous aide beaucoup, blablabla, à appuyer un petit peu sur le truc, voire même à proposer quelque chose. Voire même, tiens, on me l'a fait il n'y a pas longtemps dans un resto, où la serveuse était très bien, et elle a dit voilà, si vous voulez mettre un avis, bon, ça nous aide beaucoup, blablabla, le discours. Et moi, je m'appelle, je sais plus comment elle s'appelait, Samantha, et n'hésitez pas à me citer ce que vous avez pensé de mon travail, etc. etc. Parce que eux, j'imagine qu'ils ont des primes, tiens, ça, c'est intelligent, peut-être citer patron. Quand on les cite et qu'on dit tiens, Samantha, j'ai trop kiffé, elle m'a fait vivre une expérience géniale. Donc ils se donnent beaucoup plus, ils font beaucoup plus attention à la relation client et à l'expérience. On va en reparler après de l'expérience. Donc pose-toi vraiment la question des canaux, des méthodes de communication, de comment tu digitalises la communication. Aujourd'hui, tu ne peux plus être sur une communication uniquement bouche à oreille, uniquement dans la rue, uniquement monde réel. Tu dois forcément digitaliser au moins un minimum, au moins une partie, ne serait-ce qu'avoir des moyens de contacter tes clients. Ne serait-ce que lancer un reminder, tu vois, lancer un resto qui dit tiens, on vient de changer le menu, tu vois, qui envoie un SMS ou un mail, ou même qui ferait des pubs dans la ville, tu vois, avec des affiches qui disent on vient de changer le menu, nouveau menu de l'été, maintenant on fait ci, on fait ça, et en plus si vous venez le tester pour la première semaine, on fait en plus moins 20%. Mais il y a un pic de chiffre d'affaires, c'est clair et net, c'est obligatoire, et on le voit à tous les coups. Donc vraiment pose-toi ces questions-là, et fais-le évoluer, pense-y au début, parce que faut quand même l'anticiper. Si tu dis tiens, je veux récupérer les feedbacks de mes clients et leur offrir X machin, faut l'anticiper. Mais surtout au fil du temps, pose-toi toujours les questions le plus souvent possible, comment je peux avoir des nouveaux points de contact avec le client ou le prospect d'ailleurs, ou la personne qui n'a pas encore acheté, peu importe que ce soit un client historique ou un prospect. Parce que les gens, toi, moi, tout le monde, c'est normal. Nos vies, c'est quoi ? C'est tout le temps des pubs, c'est tout le temps des sollicitations, c'est des trucs qui bougent de plus en plus vite. En plus, en ce moment, c'est un bordel, c'est des confinements, c'est des trucs comme ça. Donc, c'est pas que tu t'en fous. Enfin, tu sais, parfois, quand tu as une boîte, tu te dis putain, mes clients, ils s'en foutent, ou alors putain, j'ai un problème de fidélisation. Mais non, c'est juste qu'on est surchargé, on est sursollicité tout le temps. C'est comme les emails. Tous les gens qui ont des listes emails, qui écrivent des mails, on voit les taux d'ouverture. On voit les taux de clics qui sont faibles. On se fait chier à faire des listes email. Et les gens, il y en a plein qui ouvrent pas, il y en a plein qui cliquent pas. On se dit, putain, on envoie des mails pour rien. Et du coup, ça commence à nous faire peur. On se dit, putain, et si jamais on était en train de faire chier les gens. Mais c'est pas ça la réalité. Les gens que tu fais chier, ils se désabonnent, donc ça, c'est réglé. Mais la réalité, c'est pas ça. La réalité, c'est que ils ont pas que ça à foutre, les gens, de lire ton mail. Parce qu'ils en ont reçu 88 rien que ce matin. Donc ton mail, c'est un mail parmi les 88 autres. Tout simplement. Et ça, c'est juste des stats, c'est-à-dire que si ton mail, c'est un mail parmi les 88 autres, il y a assez peu de chances qu'ils cliquent, en effet, il y a assez peu de chances qu'ils ouvrent, il y a assez peu de chances qu'ils découvrent ton offre, et il y a assez peu de chances, encore moins de chances, qu'ils finissent finalement par venir et récupérer ce que tu leur as proposé. Donc, forcément, il y a un jeu de valeur à avoir, de se dire, il faut que je le fasse souvent, il faut que je le fasse beaucoup, il faut que je le fasse gros, et il faut que je cherche justement à scaler ça, puisque si j'ai X, si j'ai 100, je vais récupérer 1. Si j'ai 1000, je vais récupérer 10. Si j'ai 10 000, je vais récupérer 100. Même s'il y a une petite attrition, mais t'as compris l'idée. Donc, il faut travailler ça, vraiment. Après, peu importe le canal. Est-ce que j'ai un gros Instagram ou est-ce que j'ai un Telegram? Est-ce que j'ai que de la liste email? On s'en fout du canal, on s'en fout. On s'en fout. Ce que je peux te dire, c'est que tu peux pas être partout. Je vois plein d'entrepreneurs, de porteurs de projets, de débutants, etc. qui disent voilà, moi ma routine c'est ok, je me lève, je fais du contenu, je poste sur Facebook, après je fais YouTube, ensuite je récupère, je vais faire des photos pour mon Instagram, je poste sur Telegram, j'écris aux gens, je leur fais du maintenant comment ça s'appelle, du Clubhouse, j'ai une room tous les jours à 11h30. Je te fais monter sur le floor. Ça fait beaucoup rire ce phénomène en ce moment. Et du coup, tu fais tout très bien, comme un bon petit soldat, comme on t'a dit sur les sites. Il faut recycler, cross-poster, etc. Mais tu fais rien bien. T'as aucune traction nulle part. Si c'est pour faire du Facebook, YouTube, machin, Instagram et avoir 12 likes et jamais un clic, ça fonctionne pas, tu vois. Et
Et surtout sur les réseaux sociaux, il y a un effet méga pervers que les algorithmes sont compliqués, ils sont durs, et pour percer, et puis pour prendre de l'ampleur, et pour avoir un reach quand même qui soit suffisant, bah, il faut focuser un petit peu, quoi. Il faut faire de la qualité, il faut faire souvent surtout. Donc, bah, plus tu te disperses, et surtout en plus, vu que c'est le début de ton parcours entrepreneurial, le tout début, bah, tu es tout seul pour faire ça, donc bah, ta vie, ça devient, parce qu'on t'a dit qu'il fallait faire des réseaux sociaux, Donc, pense à ces canaux, à ces méthodes de communication, pense à la digitalisation, mais pense aussi à focuser. Et pense aussi que ton travail, c'est pas de faire des posts et du réseau social, mais c'est aussi de faire des clients et de faire grossir ta boîte. Voilà, pour ça. Revenons, tiens, sur le business plan. Je me suis aussi amusé à taper business plan sur Internet, juste pour me rendre compte. Alors, je suis tombé sur plein de sites, etc. Un parmi les premiers résultats de recherche t'explique comment éditer et établir ton business plan. Et je me dis, ok, je me mets à la place d'un débutant qui lit ça. Donc, la viabilité et la force de votre projet doivent être démontrées dans votre business plan. Ok. Mais qui? Pour qui? C'est qui? J'ai une note après ou pas? Les étapes qu'il doit comporter. 1. Executive summary, résumé du projet de création. 2. Présentation de l'entreprise et de l'équipe. Quels atouts et quelles expériences. 3. Business model et présentation des produits et services proposés. 4. Études de marché. C'est 80% du business plan. Et de la concurrence. 5. Réglementation des activités. 6. Stratégie marketing et commerciale. Et 7. Prévision et gestion financière, volume de vente, chiffre d'affaires, plan de financement initial, compte de résultats, plan de trésorerie. Bien. Et voilà, donc là on te dit, faut faire ça. Et en bas, en petit, on te dit, pensez à tester votre projet pour vous rendre compte de sa pertinence. Parlez de votre idée autour de vous. Réalisez des sondages. Investissez les réseaux sociaux et tenez compte des bonnes remarques de vos interlocuteurs. Ces étapes vous permettront de structurer votre idée, construire votre discours et vous attirer du soutien et même enrichir votre projet. Alors, faisons une petite parenthèse business plan. Faire un business plan, c'est complètement inutile à partir du moment où personne ne va lire ce putain de business plan. C'est-à-dire qu'un business plan, il est édité, non pas pour te mettre tes idées au clair, parce que tes idées, théoriquement, elles sont au clair au moment du business plan. Et puis, de toute façon, la façon d'écrire un business plan, d'éditer un business plan, c'est très spécifique et c'est plutôt de la branlette que autre chose. Donc, faire un business plan, oui, si tu, par exemple, évolues avec les codes startup, que tu lances une startup, que tu vas chercher des fonds, que tu vas faire appel à des business angels, à des VC, à du financement peut-être public, à de la banque éventuellement. Là oui, ça fait du sens de faire un business plan, il va falloir passer par le business plan, ça sera obligatoire de faire un business plan, il faudra te former, tu te rappelles? Trouver les pièces du puzzle, tic, faire la sculpture. Il faudra te former à la rédaction de business plan, voire même outsourcer et travailler avec des consultants qui vont t'aider à fabriquer ce business plan. Ça oui, d'accord. Mais pour 90% des gens qui lancent leur boîte et qui vont tester leur idée, le business plan, mais qu'est-ce qu'on s'en tape le cul? C'est-à-dire que ça n'est pas, c'est pas l'école, hein, tu vas le rendre à personne ne va le voir, ça n'est pas obligatoire, tu vas pas donner à la CCI ton business plan, on s'en fout du business plan. Ce qui est important par contre, c'est de formaliser des trucs importants sur le papier, et notamment une partie importante du business plan, qui vont être les besoins financiers. Et ça, oui, je suis 100% d'accord. Je dis pas qu'il faut pas faire un Excel, je dis pas qu'il faut pas se prendre la tête sur son projet, je dis pas qu'il faut pas creuser vraiment beaucoup. Mais je dis que formaliser un business plan comme on te le présente sur Internet souvent et comme les débutants pensent qu'il faut à tout prix faire un business plan, ou parfois on me dit, Yann, j'ai cette idée, donc je fais quoi? Je dois commencer par un business plan? Je sais pas, tu lèves de l'argent, tu vas parler à des banques, non, je vais juste embaucher un mec, mettre un peu d'apport. Pourquoi tu veux faire un business plan? Je sais pas, faut pas faire un business plan. Donc arrêtez avec ce business plan. Par contre, posez-vous les questions, en effet, des besoins. Quels sont vos besoins financiers? Super important. Et il y a deux grands types de besoins financiers qu'il va vraiment falloir poser. C'est des investissements. Est-ce que tu as besoin d'investissements? Ok. Je reprends mon exemple de la salle de sport. Il faut quand même des investissements pour une salle de sport, tu vois. Il faut du matos, il faut éventuellement un local que tu achètes ou que tu loues, etc., etc. Donc il y a quand même des investissements de départ qui sont assez lourds. Donc il faut vraiment les sizer, ces investissements-là. Et oui, mais Yann, je sais pas. Oui, fais tes devoirs, continue à sculpter, va voir,
fais des devis, etc. C'est ça en fait, c'est ça l'entrepreneuriat. C'est juste répondre à des questions. C'est juste régler des putains de problèmes qui arrivent tout le temps et dès que t'en règles un, il y en a un nouveau qui arrive. Ok, j'ai besoin de quoi comme matos? Bah, je fais des devis. Ok, j'ai trouvé combien j'avais besoin de matos. D'accord. Mais du coup, il me faut combien de place pour mettre ça? Ah bah je sais pas. Du coup, combien de gens je peux mettre maximum dans une pièce? C'est quoi la législation? Bah je sais pas. Et ben voilà, c'est reparti. Et en fait, chaque question réglée va t'enlever une nouvelle. Chaque question réglée va t'enlever une nouvelle. Combien de gens je peux mettre au mètre carré dans une salle de X? Ah bah je peux en mettre tant, d'accord. Ah mais là j'avais pas vu, putain, il y a des trucs d'incendie, de machin, d'établissements qui reçoivent du public. Comment ça marche? Bah je sais pas. Eh bah je dois chercher. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Regarde, donc je reviens aux investissements. Se poser la question des investissements et se poser également la question de ce que je dois faire immédiatement forcément pour démarrer mon activité ou ce que je peux éventuellement décaler. Parce que le but d'une boîte, au début, c'est d'être quand même relativement lean, de ne pas balancer énormément d'investissements, même si c'est pas du tout vrai à chaque fois, etc. Tu peux très bien démarrer une boîte et il y a des boîtes qui auront forcément besoin d'investissement, mais bien souvent, quand même, le débutant qui démarre ses premières boîtes et qui se pose ce genre de questions, ça va pas être les boîtes qui vont demander énormément de fonds propres, ça va pas être les boîtes qui vont demander du business plan, des levées de fonds. Si en effet ça demande ce genre de choses, oui, le jeu c'est pas le game c'est pas le même et on parle de business plan, on parle de levée de fonds. Mais la plupart du temps, ça va être éventuellement un prêt bancaire, qui est quand même beaucoup moins lourd. Ça va être éventuellement un prêt à la consommation parfois. Ça va être mes fonds propres. Ça va être moi qui prends le risque ou moi et mes associés, on va poser la mise de départ, tu vois. Donc, pose-toi la question de quels investissements je peux décaler. Est-ce que j'ai vraiment besoin de tous ces investissements pour commencer mon activité et pour tester tout ce dont on a parlé avant? Product market fit, pricing, avantages concurrentiels, façon de communiquer, qui sont mes clients, comment, pourquoi, quel est mon produit. Est-ce que j'ai besoin vraiment d'investir tout? Est-ce que, je prends l'exemple de la salle de sport, j'ai besoin de direct louer ma salle, commencer à burner, acheter mon matos? Est-ce que je peux pas louer à une autre salle l'endroit, le matos, faire venir des clients, voir ce qui se passe, tester? Est-ce que je peux pas faire des trucs en extérieur? Est-ce que je peux pas faire des trucs à distance? J'en sais rien, tu vois. Je dis pas que j'ai la réponse, mais je dis que je peux me poser ces questions-là, tu vois. Donc, il faut sizer ça. Investissement et tout ce qui est immobilisation, c'est-à-dire voilà, tout ce que je vais amortir, genre, moi, ma boîte, ça va être X dans l'IT et j'ai besoin de tout de suite 15 ordi parce que j'ai 15 développeurs, parce que vraiment, notre core business, c'est du développement d'app. Donc, au bout d'un moment, il me faut des développeurs et des ordis, quoi. Donc là, oui, il faut le poser. Il faut savoir précisément combien tu as besoin. Et on en arrive sur la suite, qui sont les burning costs. C'est-à-dire, combien je crame de cash tous les mois. Combien ça me coûte, tout ça? Je prends mon exemple là, on est 10 mecs, on code des applications, on est 10 avec 10 ordi. Combien ça me coûte tous les mois? En salaire, en matos, en loyer, en chauffage, etc. Tous les frais fixes. Combien ça me coûte? Donc d'un côté, j'ai mes investissements, que je vois si je peux décaler ou pas. D'un autre côté, j'ai tous mes frais fixes, que je vois si je peux minorer, décaler ou pas. Peut-être que moi, je vais me payer un peu moins, voire pas du tout, etc. etc. Je vais m'arranger avec les gens. Peut-être que je vais partir, si je suis un petit peu plus en mode start-up, à les payer moins, leur donner des parts, etc. etc. Tout ça, c'est possible, c'est des questions à se poser. Mais il faut vraiment se poser la question de ces burning costs. C'est-à-dire, parce que c'est vraiment ça, en fait. C'est-à-dire que c'est ça qui tue une entreprise. C'est les problèmes de trésor, les problèmes de trésor. C'est l'argent, tout simplement. C'est-à-dire, tous les mois, mon entreprise me coûte 15 000 euros. Ou tous les mois, mon entreprise me coûte 82 000 euros. Tous les mois, mon entreprise me coûte 300 000 euros. Tous les mois, mon entreprise me coûte 12 300, 3 000, peu importe. Il faut que tu saches tous les mois combien te coûte ton entreprise juste pour être ouverte, juste pour tourner. T'as encore rien vendu. Ou alors tu vends des trucs, on s'en fout d'ailleurs. Tes burning costs, il faut les faire évoluer et tu dois savoir tous les mois combien ça te coûte. Et à partir de là, c'est quand même vachement plus simple d'y voir clair. Et tu vois, on est en train de faire un business plan sans faire du business plan en se posant des questions simples. C'est-à-dire que une fois que j'ai mes investissements, voire même plusieurs scénarios d'investissement, une fois que j'ai à peu près mes burnings, pareil avec plusieurs scénarios, parce que je suis pas obligé de partir très gros, je peux peut-être faire des tests au début, mais si jamais tout se passe bien, ça va devenir à peu près ça. Si jamais tout se passe mal, j'ai encore une porte de sortie comme ça. Du coup, je peux très bien découler très facilement combien il me faut à peu près de clients, combien il faut à peu près qui payent et combien ça peut me coûter. Si je scale, que je rajoute un vendeur, ça me coûte combien, du coup combien le vendeur doit rapporter, combien il doit faire de ventes par vendeur, par heure, par jour, etc. Et je viens tout simplement découper et me poser des questions très simples. Ça, finalement, c'est un business plan, mais il n'y a pas besoin de l'appeler business plan, il n'y a pas besoin de suivre un truc structuré, il y a juste besoin de se poser un Excel et juste de se poser des calculs mathématiques simples, de découper les choses, découper, mesurer, on en a assez parlé, je ne vais pas te refaire le podcast. Tu as racheté un œil aux autres business en bagnole. Donc,
vraiment, j'aimerais qu'on dédiabolise le business plan et qu'on l'utilise uniquement quand il est nécessaire. Et si tu as besoin d'en faire un, bah, tu te formes sur la putain de rédaction de business plan. C'est pas compliqué, hein, à dire comment on fait un business plan, combien on fait un business plan, à chercher sur internet les grandes étapes du business plan, ça va pas t'avancer. Donc au bout d'un moment, tu te formes, tu fais appel à une aide extérieure, peu importe, mais il faut passer à l'action. S'il y a besoin d'un business plan, on fait un business plan. Mais s'il n'y en a pas besoin, passons. Point suivant aussi, de tous les trucs que tu vas découvrir à force de sculpter, ça va être tout ce qui est management, ressources humaines. Et on a commencé à se poser la question de est-ce qu'il nous fallait des gens ou pas, combien, comment. C'est toujours une bonne idée de partir plutôt petit pour tester, pour être sûr, pour rester en sécurité, parce que c'est quand même assez dur et assez dangereux et assez sur le fil de lancer un projet. Et au début, parfois, on peut rester longtemps sans rentrer d'argent. Donc, il vaut mieux toujours tester petit, même si on a un appétit fou, une vision folle, qu'on va changer le monde, etc. C'est quand même bien de tester petit, surtout quand on est au début. C'est sûr que si tu as réussi une première boîte, tu l'as vendue, tu as 1 million à redéployer dans un nouveau projet en fonds propres, et puis tu as 2-3 autres associés ou des angels ou des early investors qui t'ont suivi sur le premier, qui vont redéployer avec toi, etc. Bon, tu peux taper beaucoup plus fort, beaucoup plus vite. Mais quand tu es dans les premiers projets, quand tu es au début, ben, c'est bien d'avoir la grande vision et puis avoir une version dégradée pour lancer justement. Et souvent les gens veulent mettre la charrue avant les bœufs dans l'entrepreneuriat, et notamment quand tu débutes et que tu es un peu perdu, tu te dis tu as la grande vision. Toi, ta vision, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que, pareil, on en parlait dans la discussion, ça me revient, c'est que ta vision que tu as maintenant de ta boîte, c'est dans 3 ans, ou c'est dans 2 ans. La vision que tu as maintenant de ton projet, où tu dis, je reprends l'exemple de la salle de sport, il va y avoir ça, il va y avoir ça, il va y avoir un bar, il va y avoir un mec, là on va faire des smoothies, là on va faire ça, il y aura 2 espaces, un cardio, machin. Ça, c'est dans 2 ans. En vrai, ce qui va se passer là maintenant, c'est qu'il va falloir tester, il va falloir commencer petit, il va falloir... Voilà, ta salle de sport, c'est peut-être encore un mauvais exemple, parce que quand tu ouvres, il faut ouvrir, voilà. Mais pour plein de projets, souvent la vision que tu as, c'est la vision dans 2 ans, dans 3 ans. Et ce que tu vas tester, ça va être beaucoup plus petit. Ça va être parfois sur ta famille, sur tes amis, sur un groupe restreint. Mais il faut en effet se poser cette question. Il y a des boîtes qui ont forcément besoin de workforce, de salariés. Donc il faut se poser la question, est-ce que j'en ai besoin, combien ça me coûte, etc. Et dès le début. Et ensuite, le point le plus important, c'est penser l'expérience, l'axe client. Prends l'exemple d'un resto. Le resto, c'est le meilleur du monde. C'est le 3 étoiles du chef Michelin. Putain, t'as eu un orgasme culinaire carrément à chaque bouchée. T'as jamais autant kiffé. Sauf que le serveur, c'est un enculé. Tu vois, il n'est pas poli. Il te prend un peu de haut. Tu vois, genre, t'es pas assez riche pour être là. Il rigole un peu de toi, tu vois. Quand tu choisis le champagne le moins cher, et tu vois, il se marre un peu, tu vois. À la fin, tu l'entends parler avec son collègue, il se moque. Il t'a fait tomber un truc sur la gueule. Et puis, quand il t'emmène la note, il te parle pas bien, etc., etc. Donc, c'est vraiment... tu as une expérience horrible avec le serveur. Par contre, tout était parfait. La bouffe était incommensurablement bonne. Tu sors de là, tu fais quoi? Tu reviens ou pas? Non, tu reviens pas, tu reviens jamais, carrément. Tu fuis, tu dis à tout le monde, ce restaurant c'est de la merde, le serveur c'est un enculé. Parce que l'expérience client, c'est quoi? C'est l'ensemble de l'expérience, du ressenti que tu vas avoir dans une entreprise. Autour d'un lieu, d'un projet, d'un achat, d'un produit, peu importe. Et cette expérience est méga importante, mais elle peut être ruinée par un tout petit détail à la con. Genre là, le chef, c'est le meilleur, il a investi, il a les meilleures cuisines, il a les meilleurs commis, les meilleurs machins, la plus belle déco, le truc, t'as le service, le voiturier, t'as les œuvres d'art, t'en prends plein les yeux carrément. Sauf que putain, ce serveur, c'est vraiment un enculé. Et ben, cette poussière va faire que ça va pas fonctionner. Et cette poussière va faire que les avis sur TripAdvisor, ça va être, putain, la bouffe est bonne, par contre, le serveur, c'est vraiment un connard. Et ça va tout ruiner. Donc, pensez cette expérience client dans le sens qu'elle est vraiment la totalité de l'expérience. Je rentre, qui me parle, comment, pourquoi? Est-ce qu'on me parle, est-ce qu'on me parle pas? Est-ce que mon expérience, même sur une expérience digitale, c'est la même chose, hein. Le site, il est lisible, il n'est pas lisible, où sont organisées les infos, comment je les retrouve,
Est-ce que là, putain, bah non, je dois faire retour flèche, j'ai pas un bouton retour. Enfin, ça, c'est méga important. Combien de fois tu es sur des sites internet où tu perds confiance sur des trucs d'UX, d'expérience? Combien de fois tu es sur un site, tu le connais pas trop, tu vas faire un achat, il y a un truc qui te fait flipper, mais à la con, hein, genre il y a un bug, tu vois. Il y a un bug d'affichage, où il faut trop scroller, où ça rentre pas dans l'écran, où il y a un truc spécial qui se passe, ça réfléchit un peu trop longtemps sur la CB, et tu flippes et du coup t'achètes pas. Parce que c'est juste un problème d'expérience. Ça se trouve, tout était parfait. Ça, c'est extrêmement important. Et souvent, et ça c'est un danger, tu sais, tu as la mode vachement du Lean Startup, du MVP, de se dire, voilà, j'entendais l'autre fois, encore une fois, sur ce nouveau réseau où tout le monde parle, un mec, c'était une room sur l'entrepreneuriat. Et donc il y a un gars qui dit, donc écoute, franchement, c'est pas compliqué. Ton produit, on s'en fout. Les clients, on s'en fout. Teste. Vas-y, teste, plante-toi, teste. Alors, je suis assez d'accord, teste, mais je suis pas du tout d'accord. Tes clients, on s'en fout. Ton produit, on s'en fout. Teste. Parce que, avec ce raisonnement uniquement axé Lean Startup, MVP, je fais mes tests jusqu'à ce que ça fonctionne, je me plante plein de fois, tu t'autorises à prototyper trop. Tu t'autorises à dire, voilà, je vais... Ah, aussi, il y a la grande mode de vendre avant d'avoir fait. Ça, je supporte pas ce truc-là. C'est-à-dire, je vends, et si je vends assez, je fais. Ou alors, je vends, et si je rentre assez de chiffres, je fais mieux que ce que je pensais. Si je vends pas, si je vends pas assez, j'annule, voire même je rembourse les gens. Je supporte pas ce truc-là. Parce que pour vendre, j'ai besoin de connaître mon produit, d'avoir confiance en lui, de savoir que les gens qui fonctionnent, de savoir que les gens sont satisfaits, ce qui va me permettre de le vendre mieux, voire même de le vendre plus cher, voire même de le vendre avec des meilleurs arguments, voire même de donner des versions d'essai ou tout ce que tu veux. Et sous ces principes qui sont intrinsèquement relativement bons, le Lean Startup, donc pas dépenser trop, faire des tests, le MVP, de dire voilà, quel est le produit minimum que je peux vendre sans y passer 3 plombes de recherche et développement pour le mettre sur le marché, commencer à rentrer de l'argent, puis l'améliorer avec le temps. Ça, je l'entends très bien. Par contre, on a les extrémistes de toutes ces doctrines-là qui maintenant disent on s'en fout, tu fais avant, tu vends, etc. Mais non. Ce qui fera la différence entre une boîte qui cartonne et un truc qui vivote et qui fait les 11 000 euros de chiffre d'affaires moyen dont on a parlé avant, je ne sais plus combien c'était, 13 millions. C'était combien? Attends, je reviens. 11 298 euros de chiffre d'affaires moyen. Ce qui fera la différence, c'est ça. C'est un mec qui se dit on s'en fout, vas-y, teste, vas-y, ta vie. Et un autre qui va dire ok, c'est quoi mon produit? Comment il peut être le meilleur du monde? Même si oui, je vais l'améliorer. Oui, je ne peux pas encore dépenser beaucoup, etc. Blablabla. Comment il va être le meilleur du monde possible là, maintenant, tout de suite? Et pas, on s'en fout. Et comment l'expérience, c'est-à-dire que tout ce qui entoure l'utilisation du produit finalement, tout l'emballage autour de tout ça, comment elle peut être la meilleure du monde? Et à partir de ce moment-là, ça va beaucoup mieux fonctionner que dire on s'en fout, fait du Lean Startup à tout prix, etc. Et alors, je te prends l'exemple, encore pour parler d'expérience, dont on parlait encore dans cette discussion, Apple. Ah oui, je te prends l'extrême. Mais bon, inspirons-nous. Apple. Tu as déjà acheté un produit Apple neuf? Si c'est le cas, tu vas comprendre ce que je te dis. Il y a une équipe, je ne sais pas combien ils sont chez Apple, il y a une putain de team qui pense à comment doit se dérouler l'unboxing du produit. Donc c'est-à-dire qu'on a tous vu... J'ai pas une boîte là? On s'en fout. On a tous vu comment sont faites les boîtes. Elles sont déjà super belles, super design, tout ce que tu veux. Ok. Mais moi je te parle même pas de la boîte. Je te parle du petit blister, le petit plastique là qui entoure la boîte. Tu as vu que quand ce plastique là, des produits Apple, c'est une expérience. C'est-à-dire qu'il y a des mecs qui ont travaillé sur la cinématique d'ouverture du produit. Ça s'ouvre pas n'importe comment. Hein. Tu tires, boum, ça se décolle, ça se déroule, et puis là, les deux côtés, ils tombent. Ça fait un bruit bien spécifique. Le plastique, c'est pas un plastique cheap, tout pourri, tout fin. Non, c'est un truc rigide, stylé. T'as pas, comme sur tous les autres trucs, t'essayes d'ouvrir pendant 2 heures avec ton ongle, là, comme un connard. Non, là, t'as une flèche, elle est bien, elle est stylée, tu la tires, ça s'ouvre. Le blister, carrément, quand tu l'ouvres chez Apple, il dit « Bienvenue ». Tu as acheté le meilleur produit du monde, même le plastique autour est trop stylé, même le plastique il est design, il chante carrément le truc. Et ça, c'est l'expérience.
Et tu as une putain d'équipe qui travaille sur cette expérience de déballage du plastique dont personne n'a rien à taper. Mais toi, quand tu es client, moi, ça m'a choqué le premier produit Apple que j'ai acheté. Ou je sais plus si c'est le premier que j'ai acheté ou la première fois qu'ils ont implémenté ça, mais peu importe, je me rappelle très bien du moment où j'ai vu ce plastique, déjà j'ai fait putain, malin. Juste la flèche, tu sais, malin. Et j'ai tiré cette flèche, et l'iPhone il a fait je suis l'iPhone. Putain, merde. Après, tu ouvres la boîte, le truc il est posé, il est stylé. Tu le sors, là t'as la deuxième petite flèche, le chargeur, il est enroulé carrément, t'as l'impression, il t'attend, il te regarde comme ça. Il dit, c'est moi le chargeur. Oui. Même le chargeur, il est bien emballé. Oui, le fil, c'est de l'art. Oui, bonjour, tu es chez Apple. Et pourquoi ils font ça ? Parce que leur marque raconte ça. Leur marque, elle raconte que c'est design, c'est beau, on s'adresse aux gens riches et blablabla. T'es pas obligé d'être d'accord avec ça, t'es pas obligé d'être fan d'Apple, on s'en fout. Je suis en train de t'expliquer une bonne pratique, qui est absolument dingue. Et ça, pour moi, c'est le paroxysme de l'expérience. Et c'est exactement, enfin, d'un exemple d'expérience, et c'est exactement de quoi on doit s'inspirer tous pour faire évoluer nos expériences. Et à partir du moment où tu te rappelles du putain de blister d'Apple pour absolument tout, peu importe que tu aies un e-commerce, un resto, une pizzeria, une boîte d'IT ou une start-up qui va nettoyer l'eau et puis la réinjecter et puis la livrer aux gens et puis faire des panneaux solaires et sauver le monde, à partir du moment où tu te rappelles de blister de chez Apple, ça va être vraiment beaucoup mieux pour tes clients. Et même quand tu es en test, même quand tu es en ligne startup, même quand tu es en MVP, ça coûte rien de penser à ça. Ça coûte rien. C'est juste de la réflexion. Et peut-être qu'en effet, il est trop tôt pour mettre le super blister qui coûte 3 fois plus que le plastique pourri. Par contre, on peut quand même le penser autrement. Et bien on peut trouver, étant donné qu'on focus dessus, étant donné qu'on prend un peu de temps là juste pour penser l'expérience de A à Z, on va se rendre compte que oui, bon, le blister, ça marche pas. Mais faisons autre chose. Qu'est-ce qu'on pourrait faire à la place ? Un autre exemple d'emballage complètement fou. L'emballage, c'est vraiment... Je trouve que c'est vraiment tellement insignifiant qu'une boîte qui met l'accent dessus, c'est vraiment le point final absolument cool. Et ça montre, ça démontre tout le reste. En fait, et tu te rends compte quand tu commences à utiliser le produit qu'ils ont tout pensé pareil. Et c'est pour ça que je suis un peu choqué avec les emballages à chaque fois. Les enceintes Devialet, je sais pas si tu connais, c'est une marque française super connue qui fait des super enceintes. T'achètes une enceinte Devialet. Donc bon, c'est le même délire qu'Apple, hein. Design, tout ce que tu veux. L'emballage, pareil. L'enceinte Devialet, là, t'as vu, elle ressemble à une espèce d'œuf de dinosaure. Et ben, elle est emballée. Ben, ils ont joué à fond là-dessus, quoi. Elle ressemble à un œuf de dinosaure, ils ont joué à fond là-dessus. Ils l'ont emballée dans un espèce d'écrin qui s'ouvre en deux comme ça, avec un dessin de malade où en effet ils jouent à fond sur l'œuf de dinosaure et t'as l'impression que tu t'ouvres un truc, c'est Jurassic Park, tu vois. Et c'est super beau, ça respire ça respire. Tu te dis putain, j'ai pas claqué, je sais plus combien, ça coûte méga cher. J'ai pas claqué 3000 balles pour rien. Donc voilà. Expérience. Les trucs dont on se fout. Je vous laisse parler d'une catégorie des trucs dont on s'en fout. Premier truc dont on se fout, les statuts, pacte d'associés, tous ces trucs-là, pareil, où tu lis sur les sites, c'est super important, blablabla. Oui, c'est méga important. Mais il faut encore une fois se poser les bonnes questions, c'est la même chose que le business plan. Je suis tout seul, je lance ma boîte, je commence à faire des tests. Ou on est deux meilleurs amis, on commence à faire des tests. À quel moment tu vas passer 15 jours sur tes statuts, ton pacte d'associés, commencer à anticiper, des actions différentielles de classe A, B, C. Non. Non, pas du tout. Donc, perds pas de temps là-dessus. Ça, c'est le dernier truc c'est la dernière question à se poser, limite. C'est-à-dire que je peux déjà mettre en place plein de choses, travailler super fort sur tous les points dont on a parlé avant de faire ça. Ça, je le ferai peut-être à la dernière seconde avant de lancer commercialement. Par contre, comme pour le business plan, si ma boîte, si mon projet a besoin d'une grande clarté dès le début au niveau du montage social, et je pense notamment à tout l'écosystème startup, les mêmes qui vont faire les business plans et aller faire des levées de fonds, là oui. Mais pareil, passe-y pas 15 plombe-toi tout seul. Ça, faut déléguer. Il y a des gens qui font ça très bien, boum, on délègue, on contrôle bien sûr ce qu'on délègue, mais tout le temps, la question me revient tellement, ça revient tellement dans les discussions. Je dois prendre quoi comme statut, je dois faire une SAS, machin, etc. Mais, mec, t'es un entrepreneur, tu ne dois pas chercher la validation, tu dois te détacher
d'une recette toute faite. Tu dois faire tes devoirs. Tu dois chercher les pièces du puzzle. Tu prends ton téléphone, tu appelles un avocat fiscaliste. Bonjour monsieur, je veux monter une entreprise, je veux faire des statuts, je comprends rien à la fiscalité. Qu'est-ce que je dois faire, comment, pourquoi? Allez, oh, c'est toi le capitaine. C'est pas Google, c'est pas il y a une liste, je suis. Non, c'est toi le capitaine, tu veux monter une boîte. Donc les statuts, on s'en tape le cul, vraiment, ça rime. Soit on s'en tape le cul, soit on délègue, et soit on les met en place, mais on y va, quoi. Ah, le deuxième truc dont on se fout, dont on se méga fout, là, pour le coup. Carte de visite. Pareil. Combien de fois, les cartes de visite, c'est un truc, ouais, carte de visite, mon logo... Ça, pareil, ça se fait évoluer en 2 secondes. C'est pas ça qui va te faire vendre, c'est pas ça qui va te créer une expérience. La carte de visite, à chaque fois qu'on te rend une, tu fais quoi avec? Tu la jettes. Ça, c'est vraiment... la carte de visite, c'est 1982, donc stop. Et le logo, combien d'entreprises changent de logo en cours de route, notamment les Apple, etc. Et tiens, on en parlait, c'est une discussion qu'on avait récemment, puisqu'on va aussi faire évoluer un de nos logos. Typiquement, en plus, quand tu fais évoluer un logo, et que tu as déjà des clients, une existence, etc., avec une boîte qui tourne, qu'est-ce que ça raconte aux clients? Ça raconte, oh, regarde, la boîte évolue, il y a un changement, regarde, le logo a un peu changé. Et puis souvent, ce que tu fais, c'est que tu gardes une base, tu changes un peu, etc. Comme Apple, et la pomme, ils l'ont gardé, ils l'ont passé enfin, ils ont enlevé les couleurs, ils ont enlevé les stries, et voilà. Et tout le monde s'est dit, tiens, c'est le renouveau d'Apple. Apple encore mieux. Mais c'est pareil. Ton logo, c'est très bien s'il évolue. Prends-toi pas des dizaines d'heures et des milliers d'euros à faire des logos en début de parcours. Non. Ça évoluera, ça sera très bien. Mais ça, c'est typiquement les trucs, on s'en tape. Truc qu'on s'en tape suivant, qu'on nous vole notre idée. Ah, je veux pas en parler parce qu'on va me voler mon idée. Non, on s'en fout. J'ai déjà fait une podcast là-dessus. Plus tu parles de ton projet, meilleur t'es pour le pitcher. Plus tu parles de ton projet, plus tu as de chances de trouver des associés. Plus tu parles de ton projet, plus tu as de chances de trouver des investisseurs. Plus tu parles de ton projet, plus tu as de chances de trouver des futurs clients. Plus tu parles de ton projet, plus tu peux te rendre compte en plus, parce que souvent quand on parle, on se rend compte, quand on nous dit une connerie, on dit tiens, là, ça j'avais pas pensé. Ça te fait parler à haute voix, ça te force à pitcher ton projet. Donc, n'aie vraiment pas peur qu'on te vole ton idée. Et la seule chose qui est importante dans un projet d'entreprise, dans une entreprise, c'est l'exécution. Combien d'entreprises font la même chose? Je veux dire, 1000. Je veux dire, Apple, c'est pareil que Samsung. C'est pareil, téléphone. Enfin, pour la partie téléphone. Sauf qu'ils ne le font pas pareil, ils n'exécutent pas pareil, et forcément, les trajectoires changent. Mais l'idée que tu as, déjà statistiquement, quand tu as une idée, il y a je ne sais plus combien de personnes dans le monde qui ont la même au même moment. Statistiquement. C'est-à-dire qu'à aucun moment, on a tous pensé à Uber avant que Uber existe, on a tous pensé à Amazon avant qu'Amazon existe. Enfin non, pas Amazon, c'est pas une bonne... Enfin, il y a plein d'entreprises où tu les vois arriver, tu te dis putain, j'avais pensé à ça. Putain, c'est mon idée. C'est mon idée. Ben non, c'est pas ton idée parce que t'as pas d'exécution. Donc une idée, c'est rien sans une exécution. Une idée sans exécution, c'est un truc vaporisé. Tu sais, c'est pas palpable une idée. Le seul truc qui est palpable, c'est la réalisation d'une idée. C'est l'exécution de cette idée. Une idée, elle vaut rien. Une idée, elle rapporte pas d'argent. Ce qui rapporte de l'argent, c'est l'exécution de cette idée. C'est le truc que tu peux toucher, c'est le truc que tu peux vendre. Le truc dont on se fout suivant, c'est penser trop loin de soi. Tous les points qu'on a vus, c'est bien d'y penser, c'est bien de travailler dessus, mais c'est bien de travailler dessus along the way, au fur et à mesure, et de revenir, de repenser, d'implémenter les changements, etc. Souvent, quand on veut lancer une boîte, et dans toute la période où on se pose plein de questions le soir, où on n'arrive pas à dormir, etc., on pense super loin. Tu sais, on pense, encore une fois, comment ça va être dans 3 ans, dans 5 ans. Et on commence à se poser des questions qui n'ont rien à voir avec les 35 millions de problèmes qu'on va avoir sur la route, et donc les 35 millions de potentiels changements qu'on va faire, de pivots possibles, etc. Et penser trop loin, c'est pas un super bon exercice. C'est un bien meilleur exercice de penser très proche de soi. Ce qui va se passer demain. Parce que c'est toujours pareil, hein. Quand ton entreprise est à la gorge, j'ai quasiment plus d'argent, c'est compliqué, je suis tout juste à l'équilibre ou je burn. Pensez loin, pensez dans 2 ans quand j'aurai fini ma 4e levée de fonds et que je commencerai à enfin être à l'équilibre, ça sert à rien. Pense proche de toi. Qu'est-ce que je fais demain pour faire rentrer du chiffre? Qu'est-ce que je fais demain pour améliorer ma relation client et mon expérience? Qu'est-ce que je fais demain
pour peut-être faire évoluer mon pricing? Qu'est-ce que je fais demain pour travailler mon avantage concurrentiel? Qu'est-ce que je fais demain pour travailler mon chiffre d'affaires? Qu'est-ce que je fais demain pour travailler ma satisfaction client? Qu'est-ce que je fais demain pour améliorer ma digitalisation? Qu'est-ce que je fais demain pour me libérer du temps sur des trucs que je fais aujourd'hui qui servent à rien et qui produisent pas assez de résultats? Et qu'est-ce que je fais aujourd'hui pour analyser tout ce que je fais? Et en plus, il y a un effet pervers à penser trop loin, et on a le même dans tout, dans l'immobilier, dans l'investissement, dans tout ce que tu veux, c'est qu'on se fait des scénarios qui, plus ils sont loin, moins ils ont de chances d'arriver, parce que tu as des dérives qui vont se faire dans les possibilités et les statistiques de ce qui peut arriver. Donc on est en train de se mettre un espèce de biais psychologique dans le cerveau un peu chiant, où on n'aime pas changer de... On n'aime pas changer sous la contrainte. Tu vois, moi je déteste quand je me fais un plan, je me dis ok, je vais faire ça, le mois prochain je vais faire ça, etc. Et après, les aléas de l'entreprise font qu'il faut changer. Je déteste ça. Parce que j'avais tout bien prévu et tout, ça me fait changer mes avis, ça me saoule, tu vois. Faut arriver à me convaincre, faut que je change, ça m'a gavé. Alors que quand j'ai pensé plus proche de moi sur des actions tout de suite qui rapportent quelque chose, un bénéfice tout de suite, peu importe, je dis pas un bénéfice forcément financier, je dis un bénéfice au sens large, quand on va pivoter, je me suis pas mis dans une espèce de spirale d'engagement dont on parle souvent, d'avoir travaillé sur un truc ou d'avoir tellement pensé à un truc que ça me fait mal de changer ou que je suis incapable de changer, je suis dans l'immobilisme, je suis bloqué, tu vois, avec mon idée. Donc pense proche de toi. Et à chaque fois que tu commences à divaguer un petit peu trop loin, tu te dis attends, pensons déjà le mois prochain, le trimestre prochain, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et le dernier point des trucs dont on se fout, c'est les défocus. Le défocus, les défocus. Et tout ce qui est trop tôt. Encore une fois, ça rapproche de penser trop loin. C'est-à-dire, attaquer des nouveaux marchés, des nouvelles verticales, beaucoup trop early stage, se dire, tiens, ça y est, je commence à vraiment performer, putain, ma boîte, elle marche sur telle chose. Tout de suite, je vais chercher à aller ailleurs, et en fait, je suis en train de me défocus tout doucement de ce qui marche super bien. Ça marchait bien, je commençais à être vraiment un leader sur ce marché, c'est cool, on fait de l'argent, on fait de la marge, l'entreprise, elle grossit, et tout de suite, on se dit, tiens, on va faire de la croissance, donc... Et au lieu de continuer à diguer là où on est bon, parce qu'on n'a pas quand même épuisé le puits, on commence tout de suite à faire ok, on va là, ouais, on va conquérir ça, allons-y, ouais. Et c'est super bien, tu vois, en plus c'est un kiff. Mais le problème c'est que de vouloir trop le faire, tu veux trop aller conquérir des nouvelles contrées, tu vois, et c'est comme tout. T'as vu dans l'histoire de toutes les guerres, toutes les guerres qui ont été vachement dominées, gagnées par un gros gagnant, au bout d'un moment, ce gros gagnant, il a tellement de territoire, il a tellement de trucs à surveiller que il peut pas faire gonfler son armée aussi vite, et donc il finit par se prendre des entrées, des trous, et puis hop, il finit par perdre la guerre. Ou perdre du territoire. C'est un peu la même idée, c'est-à-dire que tu vas défocus, et si tu défocuses, forcément, tu vas moins forcer sur ce que tu es en train de faire. Et forcément, potentiellement, tu vas perdre des parts de marché, ou en tout cas, tu vas grossir moins vite parce que tu cherches à aller chercher de nouveaux territoires. Donc ça, c'est très, très tricky de trouver le bon moment pour aller conquérir de nouveaux marchés, mais ne pas défocus sur ce qu'on est en train de faire. Et ça passe aussi par une augmentation de la taille des équipes, ça passe par beaucoup de recrutement, mais beaucoup de recrutement, ça passe par une augmentation des burning costs, ça passe par donc du coup une baisse de la profitabilité de la boîte. Et donc, tu es toujours en train de jongler entre... Ouais, tiens, il faut que j'aille attaquer ça pour augmenter le chiffre. Tiens, il faut que j'aille attaquer ça pour faire plus d'argent, pour développer. Mais pour attaquer ça, ça va me demander de poser. Ça va me demander de changer un peu le paradigme, de faire plus de dépenses. Ça baisse ma profitabilité. Donc du coup, est-ce que je ne serais pas plutôt en train de focus là et d'aller chercher quelques points en plus ici? Mais d'un autre côté, si je fais ça, je ne suis pas en train de me développer, je ne grossis pas. Donc tu es toujours sur des œufs comme ça. Et il n'y a pas de moment, souvent tu sais quand tu es au début de la boîte, tu te dis putain il va y avoir un moment où je vais tellement bien marcher que j'aurai plus trop de problèmes, trésor, etc. Alors c'est vrai et faux, faut vraiment travailler ta trésor, et c'est sûr que quand il y a beaucoup de trésor dans la boîte c'est plus cool, mais c'est pas parce qu'il y a beaucoup de trésor qu'il faut commencer à avoir la maladie un petit peu start-up, tu sais, de vouloir embaucher, tu passes de 50 à 300... et tu fais plus du tout attention à tout ce qu'on a vu avant, qui était super important, les burnings, etc. Tu te laisses un petit peu plus problème de riche, quoi. Et là, tu perds en efficacité. Tu perds en lignification, en lignitude, et ça peut être dangereux. Et tu arrives dans un espèce en plus de
de confort qui fait que t'es moins bon. Tu sais, t'es toujours meilleur quand tu risques. T'es toujours meilleur quand t'es dans la conquête. Donc c'est pareil, tu vois, ça rattrape un peu ce que je dis avant. C'est-à-dire que rester aussi dans le confort uniquement sur ce qu'on est en train de faire et puis faire grossir le trésor de guerre, c'est aussi dangereux. Tout aussi dangereux. Je dis pas qu'il y a une bonne ou une mauvaise réponse, tu vois, que de partir là-bas et de se remettre dans l'inconfort et de re-augmenter les burnings, de rebaisser la profitabilité, etc. Donc c'est vraiment un jeu qui s'arrête jamais. Il s'arrête jamais. Il s'arrête jamais. Même pour Apple qui aujourd'hui a 100 de mémoire. Attends, je vais pas dire une connerie. Il me semble 195 milliards dans les caisses. Je crois que c'est ça. 195 milliards dans les caisses. Même une boîte comme Apple, elle se pose encore des questions. Tu vois, c'est-à-dire que, oui, bon, il va pas t'arriver grand-chose avec 194 milliards, mais toujours est-il que tu dois gérer la boîte, les problèmes, c'est plus les mêmes, t'es coté, t'as des investisseurs, et t'as une chaîne qui s'est mise en place beaucoup plus importante, t'es aussi beaucoup plus lourd, quand il faut faire des changements, c'est beaucoup plus long. Et donc, je dis pas que t'es pas confortable, mais t'es toujours dans ces problématiques-là et ces recherches-là. Il n'y a aucun moment où ça s'arrête, en fait. Il n'y a aucun moment où le côté je fais ma statue, la statue, elle s'arrête jamais. Parce que dès que t'as l'impression que ça y est, ça commence à être bien, on va te livrer un nouveau bloc de pierre, on va te dire tiens, nouvelle taille de boîte, nouveau problème, nouvel inconnu, nouveau truc que tu sais pas faire, nouveau truc pour lequel il faut te former. Et c'est ça. Et c'est ça le métier d'entrepreneur. C'est ça être un entrepreneur. C'est ce que ça coûte. Et ce sera mon dernier point. C'est ce que ça coûte, c'est être prêt à se former continuellement, être prêt à toujours faire cette statue, et puis quand elle est finie, elle n'est jamais finie. C'est être prêt à pivoter souvent, à changer d'avis souvent, être à l'aise avec le fait que ce que tu avais prévu, ça va pas se passer, et qu'il va falloir prévoir autre chose. Et puis juste dès que tu dis « Ah, enfin on a passé ça, putain ça fait 6 mois qu'on bosse là-dessus, ça y est c'est fini ». Et un mois après, il y aura un nouveau projet où tu vas bosser pendant 6 mois et ça sera pas fini. Donc il faut accepter cet état de fait où c'était mon premier point, où tu vas mettre l'organisation avant toi. Pendant un temps X. Longtemps, pas longtemps. Combien de pourcents ? 100%, 20%, 80%, peu importe. Mais il faut trouver cet équilibre-là. Et il est dur à trouver. Et il demande des sacrifices. Il n'y a pas de truc magique. Il n'y a pas de truc magique, ça n'existe pas. Faut être prêt à se planter aussi. Il faut être prêt à se planter souvent, beaucoup, et être prêt à se planter au sein de la même boîte, et puis puis tout va bien, et être prêt à planter une boîte aussi. Être prêt à planter une boîte, être prêt à être dans l'insécurité, être prêt à pas se payer, etc. Donc tout ça, ça demande de préparer le terrain. En France, on est pas mal aidé quand même sur tout ce qui est aide, tout ce qui est sécurité pour le chef d'entreprise, etc. Donc c'est relativement quand même sécuritaire. Je veux dire, même si tu plantes ta boîte, il va pas t'arriver, tu vas pas mourir la gueule ouverte dans le caniveau. Mais toujours est-il qu'on n'aime pas dans la vie retourner en arrière. Donc préparer un petit peu le terrain en termes de sécurité, se poser la question de combien de temps je peux tenir grâce à mes investissements, grâce aux placements que je peux avoir en cash, grâce à tout mon patrimoine en fait. Et du coup, à adapter peut-être tout ce qu'on a vu avant, la taille de mon projet, le déploiement de mon projet, la rapidité. Quelqu'un qui a 10 millions liquides sur son compte, sur des investissements liquides, il ne va pas déployer du tout pareil que quelqu'un qui a 10 000 balles. Normal. Mais les deux vont penser à la notion de sécurité, de ce qu'ils risquent, comment, pourquoi. Les deux vont se dire, tiens, si je plante la boîte, il se passe quoi ? Combien j'ai cramé de cash ? Combien il me reste derrière ? Combien de temps je peux vivre ? Etc. Et les deux, en amont, vont se dire, à quoi ressemble ma vie maintenant ? Et si je lance cette boîte, à quoi elle ressemblera demain ? Parce que ça ne va pas être le truc magique, etc. Bon, celui qui a 10 millions, théoriquement, il devrait être capable de travailler moins que celui qui a 10 000. Mais s'il veut que ça fonctionne, il ne faut pas non plus qu'il se raconte des histoires et qu'il organise quand même sa vie autour de la boîte, au moins un moment. Ou sinon, il y a de grandes chances qu'elle sous-performe. Après, c'est pas le même jeu. Il est quand même complètement plus capable de déléguer à des très très bonnes personnes et d'embaucher des gens, certes très chers, mais qui vont pouvoir... toujours pareil, hein, cash is king. Cash is king. Même dans l'entrepreneuriat, c'est sûr que c'est beaucoup plus simple avec beaucoup d'argent. C'est toujours pareil. Mais en tout cas, ça coûte ça.
Ça coûte ça coûte... T'as un petit peu le côté... T'as une forme d'altruisme dans l'entrepreneuriat. C'est-à-dire que, oui, le but, c'est de gagner de l'argent. Oui, le but, c'est une entreprise commerciale, c'est d'être une entreprise commerciale. Oui, le but, c'est de créer de la valeur, créer de la richesse. Mais le but, enfin, ce qui vient avec, c'est aussi d'être un capitaine, des capitaines, d'être une aventure humaine, des changements continuels, des belles histoires aussi avec tes clients, des belles histoires avec tes fournisseurs, des belles histoires... Et c'est vraiment comme un enfant. Si on revient là-dessus, es-tu prêt à faire un enfant entreprise? Es-tu prêt à mettre au monde une personne morale? Voilà, écoute, j'espère avoir contribué à tes questions autour de l'entrepreneuriat et de tout ce qu'on a pu partager aujourd'hui. Je te laisse éventuellement mettre petit commentaire de référencement qui fait plaisir, éclater le pouce, éclater l'étoile, éclater la notation sur les plateformes de podcast. Et voilà, poser tes questions, ce qui me donne des idées pour les prochaines vidéos et podcasts. À bientôt la team rentable, ciao.